Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de modérer aujourd'hui une table ronde consacrée à la musique de film, les clés d'une bonne collaboration. Alors, je suis Richard Sidi, délégué général de la Maison du Film, et j'ai avec moi un réalisateur, deux compositeurs et une productrice. Alors, je vais vous présenter les intervenants de cette table ronde. Alors, on va commencer par Anaïs Bertrand, qui est donc productrice. Alors, Anaïs a commencé sa carrière dans les secteurs de la production cinématographique et audiovisuelle, où tu as été directrice de production, de post-production, tu as été lectrice, productrice, et ensuite tu as décidé de créer ta société en 2012, et tu avais pour volonté de poursuivre une ligne éditoriale très précise. Tu me parlais notamment de films de genre, hein, tu voulais faire du genre, et en tout cas faire la part belle aux univers visuels puissants, aux histoires qui n'ont pas peur de flirter avec l'étrange, voire l'extraordinaire. Et la suite de ta carrière va montrer effectivement que tu aimes ce type d'univers. Alors, tu as remporté en 2015 le label Production émergente de la Maison du Film, et ensuite, quelques temps plus tard, le prix ProCirep à Clermont-Ferrand 2019. Tu as produit avec ta société une trentaine de courts-métrages, et tu as produit deux longs-métrages remarqués. Jumbo de Zoé Whittock, j'ai du mal à prononcer son nom, excuse-moi, que tu as coproduit avec la Belgique et le Luxembourg. Ce film a commencé sa carrière à Sundance. Il a fait une première européenne à la Berlinale. Il est sorti en salle le 1er juillet 2020, une date pas évidente. Hein. Voilà, il a été distribué par Réseau Film. Et dernier long-métrage produit, Chien de la casse, très remarqué, de Jean-Baptiste Durand, avec lequel tu avais travaillé sur des courts-métrages, sur notamment un court-métrage qu'on avait aidé à la Maison du Film, il venait de Roumanie. Ce long-métrage est sorti en salle le 26 avril 2023, il a été distribué par Backfilm. Il a remporté tout dernièrement le César du premier film, et Raphaël Quénard a remporté le César de la révélation masculine. Voilà. Actuellement, tu es présidente de la commission court-métrage de Unifrance et vice-présidente du SPI. Et c'est à ce titre-là que je te connais régulièrement parce que tu participes aux réunions du ROC, le regroupement des organisations du court-métrage. Et après avoir été vice-présidente de l'aide après réalisation du CNC, tu es maintenant suppléante à l'avance sur recette. Voilà, j'ai pas dit de bêtises. Exactement. Si. Et non, j'ai été remplacée l'année dernière à Unifrance par Anaïs Colpin de Manifeste, distributrice, et Benjamin Bonnet qui est producteur. Mais effectivement, j'ai présidé la commission Unifrance pendant le court-métrage pendant 2 ans. D'accord, voilà. Alors, maintenant, on va passer à Maxime Roy, qui est donc réalisateur, scénariste et comédien. Voilà, donc il a réalisé son premier court-métrage produit, Beautiful Loser, en 2018. Alors, il y avait au casting François et Roméo Créton, et notamment Roman Boringer et Youssef Hadji. Ce film a eu une très belle carrière en festival, puisqu'il a été primé à Clermont-Ferrand, Premier Plan d'Angers, au BAN, Namur, enfin bon, tout ce qu'on rêve, et nommé au César du court-métrage de fiction. Tu as réalisé aussi le court-métrage Cholet Mio la même année, avec Gal Gaspard et Marie Desgranges, puis Déjà en bien en 2019. Voilà, tu as réalisé tous ces courts-métrages qui ont été produits par TS Productions. Tu es fidèle à cette société, j'ai l'impression. Et ces courts-métrages ont eu des belles carrières dans les festivals à travers le monde et ont été diffusés sur Arte. Les Héroïques, est ton premier long-métrage, prolongement de Beautiful Loser. Tu as repris les comédiens principaux de ce film. Voilà, en ajoutant des comédiens de long métrage qu'on retrouve comme Ariane Ascaride, Clotilde Courreau et Patrick Dassumsao. Voilà. Alors, on va passer au compositeur. Alors, celui qui est à côté de moi, c'est Pierre Oberkampf. Alors, Pierre Oberkampf est multi-instrumentiste à la base, et il a signé la musique originale de nombreux courts-métrages de fiction et d'animation, et particulièrement d'animation. Je ne sais pas si c'est une prédilection que tu as pour l'animation, mais en tout cas, des courts-métrages qui ont été extrêmement remarqués, comme L'heure de l'ours d'Agnès Patron, qui était en sélection à Cannes en 2019, César du court-métrage d'animation, Noir Soleil de Marie Larrivée, hein, et plus dernièrement, Letter to a Pig de Tal Kantor, une réalisatrice israélienne, un film produit par Mio Productions,
qui était nominé finaliste des Oscars du court-métrage d'animation en 2024. Voilà, tu as obtenu des prix, le prix de la meilleure musique originale au moyen-métrage Valence, la Cabina, et tu as terminé en 2023 la musique originale de plusieurs longs métrages, parce que tu fais aussi la musique pour des longs métrages, Girl Will Be Girls, Highway 65 et Les Conquérants. Et tu as été lauréat de Next Step en 2023. Voilà, j'ai pas dit d'erreur, c'est bon, ok. Et on va terminer par Amaury Chaboty. Alors toi, tu as commencé ton approche musicale par le violoncelle et la musique de chambre, et ensuite tu as bifurqué vers le rock indépendant avec différents groupes. Tu as suivi des études à l'Écart, où tu as commencé à travailler dans l'audiovisuel en tant que monteur image pendant une dizaine d'années. Et puis ensuite, tu as pu réunir tes deux passions, à la fois pour l'image et pour la musique, en abordant la musique à l'image en 2006. Tu as monté ta propre formation pour des ciné-concerts, KFX Orchestra. Puis tu as développé pas mal de courts-métrages. Alors, parmi les courts-métrages ou les réalisateurs ou réalisatrices avec lesquels tu as travaillé, Anaïs Télène, pour Le Mal Bleu, Sylvain Desclous, Julien Ménet pour Le Puissant Royaume, donc une dizaine de courts-métrages, dont Vendeur de Sylvain Desclous aussi, et puis en long-métrage, dernièrement tu as travaillé sur Murder Party de Nicolas Pleskov, et tout dernièrement L'Homme d'Argile d'Anaïs Télène, un merveilleux long-métrage que j'ai vu, voilà, qui m'a vraiment enchanté. Il est encore en salle, donc allez le voir, oui, allez le voir, vraiment vous ne regretterez pas ce moment merveilleux que vous passerez en voyant ce film. Et sinon, tu as été lauréat de la résidence Rio, de la Maison du Film, en 2009 d'Émergence, voilà, et tu as eu différents prix. Voilà, on va s'arrêter sur le CV, j'ai pas dit d'erreur, c'est bon. Et on va entamer les premières questions. Alors, première question, je vais la poser à Maxime. En tant que réalisateur, qu'est-ce que ça représente pour toi la musique de film? Et est-ce que tu considères la musique de film comme une alliée, comme un piège ou comme une source d'inspiration? Je poserai la même question à la productrice également. Alors quand j'ai commencé à faire mes premiers films, je détestais l'idée de mettre de la musique. Donc j'aurais tendance à dire qu'au départ, je pensais que c'était un piège. Et j'ai mis beaucoup de temps à accepter de faire intervenir la musique dans le processus du montage et du film à l'arrivée. Et maintenant j'ai un regard totalement différent, puisque j'ai fait quand même les trois courts-métrages et le long-métrage que j'ai fait avec le même compositeur, qui s'appelle Pierre Rousseau. Et à partir du moment où j'ai travaillé avec lui et qu'on a commencé à intégrer de la musique dans les films, et je parle de musique vraiment de compositeur, pas de la musique intra-diégétique, j'ai compris que c'était un allié pour accompagner des choses que j'avais pas besoin d'exprimer soit par des dialogues, soit par des choses un petit peu frontales en termes de scène, et que ça permettait d'accéder à l'intériorité des personnages. Moi, c'est vraiment essentiellement pour ça que je travaille avec un compositeur, c'est pour accompagner les choses pour lesquelles je n'ai pas de mots pour définir l'émotion des personnages. Voilà, qui ne sont pas dans l'image, c'est un peu le troisième personnage, comme on dit habituellement. Ouais. En tout cas, mais je remarque aussi que quand j'arrive dans une scène où je ne trouve pas l'émotion que je cherche, et que la musique l'apporte, c'est vraiment, s'il n'y a que la musique qui l'apporte, on va aller chercher ça. Mais c'est vraiment parce qu'on est allé au bout et qu'on n'arrive pas à trouver l'émotion, et que le seul choix là pour arriver à tirer tout ça, c'est la musique. Avant de poser la même question à Anaïs, je voulais savoir comment tu l'as rencontré, ce compositeur. Dans quelles circonstances ça s'est passé, comment? Ma productrice Alice Bloch, qui le connaissait très bien, voilà, et qui m'a poussé à travailler avec un compositeur, qui m'a dit rencontre-le, et on s'est rencontrés. Uniquement lui, ou alors c'était plus un casting de compositeur? Uniquement lui. En général, je rencontre uniquement les gens, et moi, comme je m'entends très bien avec eux très vite, je n'arrive pas à rencontrer d'autres gens. Donc je rencontre une personne et je me dis ok, c'est celle. La première, c'est la bonne. Ouais. Ok. Anaïs, donc toi, tu considères la musique de film comme un allié, un obstacle, un piège? Alors, moi, j'ai une formation classique de piano et de solfège, et
je pense que mon rapport au cinéma, ou celui de beaucoup de cinéphiles, est intimement lié à la musique, puisque il y a très peu de films sans musique déjà, ce sont des tours de force et on le note, mais majoritairement quand on pense aux grands films, on ne peut pas décorréler une grande BO, voire même parfois les BO sont plus connus que les films eux-mêmes, donc je pense que vraiment la musique est forcément un allié. En tout cas, moi j'adore, j'ai une grande passion pour tout type de musique, mais surtout la musique classique, orchestrale, donc forcément très ralliée au cinéma. Après, sur les films, en tant que productrice, là, forcément, dès qu'on parle, mais là je vais peut-être faire un pas de côté, mais la musique commerciale, ça me met des angoisses, parce que ça veut dire qu'il faut commencer à dealer des droits, etc., pour des territoires, et c'est toujours très compliqué parce que parfois un auteur, autrice a envie a des grandes références avec lesquelles potentiellement il va monter le film, et c'est très difficile de se décoller d'une musique quand on a travaillé une image dessus. Et ça rend parfois le rapport avec le compositeur de la musique originale qui vient parfois après. Je dirais pas que c'est un rapport compliqué, mais en tout cas, c'est difficile parfois pour l'auteur ou l'autrice, ou même parfois pour la productrice, de séparer d'une image, d'une musique qu'on a fantasmée et sur laquelle on a monté un film. Bon, ça c'est une petite parenthèse que je vais fermer, mais c'est tout le travail justement des compositeurs et compositrices d'arriver à nous proposer des choses, et c'est pour ça qu'il faut aussi les mettre. Peut-être que je suis en train de répondre à d'autres questions qui vont venir, mais d'essayer de les incorporer le plus tôt possible dans un process. Et moi, sur les films que j'ai produits, majoritairement, quand je pense du court au long métrage d'ailleurs, que quasiment à chaque fois, il y avait déjà un rapport entre le réalisateur, réalisatrice et le compositeur et la compositrice qui nous a accompagnés. Souvent, ces gens-là sont venus parce que c'était déjà des partenaires artistiques, des talents avec lesquels je travaillais. Et quand ils n'étaient pas accompagnés, je suis allée chercher beaucoup dans des événements comme musique et cinéma qui étaient avant à Aubagne et maintenant à Marseille. Qui maintenant est à Marseille. J'aime bien me confronter à ce type d'exercice pour faire de la rencontre, et si ce n'est pas ce projet-là, ça peut être un autre. Donc on a rencontré des compositeurs et compositrices avec lesquels on travaille comme ça. Et parfois aussi, je vais aller chercher, quand j'ai travaillé sur un film avec quelqu'un qui a fait que du sound design, et je sais qu'il faut aussi de la compo originale, je peux aller lui parler d'un projet en disant tiens, est-ce que ça pourrait matcher? Et ça m'arrive comme ça de déplacer des gens qui sont pluridisciplinaires d'un secteur à l'autre, pour ainsi dire. Et après, pour Chanacas, il y a eu une sorte de double composition entre Hugo Rossi, avec lequel on travaille depuis les premiers courts-métrages de Jean-Baptiste, qui a fait toute la partie intradigétique, tous les raps, et pour tout ce qui est le score, c'est Delphine Mavesena qu'on avait rencontré encore une fois grâce à une résidence qui s'appelle Émergence, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a été hyper fructueuse, en tout cas pour nous. Voilà. Et justement, les compositeurs, pour vous, hein, c'est une boutade. Hein, la musique de film, c'est un allié, un obstacle. C'est quoi? Comment vous appréhendez la musique de film? Est-ce que vous avez des... C'est évidemment un allié. C'est pas un autre poste bien l'inverse. Maintenant, puisque tu as utilisé le mot piège dans le champ lexical, oui. Pour revenir dessus, on sent bien qu'il y a effectivement un certain nombre de pièges dans les musiques. On en parlait, les theme tracks à l'instant. C'est un piège, effectivement, de s'enfermer dans les theme tracks posés par les monteurs. Et alors, tout le monde comprend l'histoire des theme tracks. Les musiques temporaires. Les musiques temporaires. Ouais. Voilà, préexistantes. Musique préexistante, voilà. Donc on sait qu'on ne va pas garder. Parce qu'on ne pourra pas, mais voilà, donc ça c'est le genre de piège effectivement qu'il faut essayer d'éviter. Et puis non, il faut toujours se rappeler que la musique peut très bien se passer d'image, mais que l'image ne se passera jamais de musique. Voilà. Donc il y a cette relation, on n'a pas le choix, on est liés ensemble maintenant, on est passé dans le siècle de l'image voilà, depuis les années 2000, complètement on a basculé là-dedans. Toujours est-il que voilà, l'image ne se passera jamais de musique, donc on a besoin de toute façon de trouver un terrain d'entente et de cohabiter ensemble. Oui. Ça veut dire que aussi tu es capable de dire bon ben là il n'y a pas besoin de musique dans ton film, enfin dans une partie de ton film. Complètement. Il faut arriver le plus en amont possible pour dialoguer effectivement, comme disaient Anaïs et Maxime, avec les réalisateurs. Ça ne veut pas dire qu'on aura un minutage important. Ça m'est arrivé de travailler sur des films où il y a 5-10 minutes de musique, comme 1h15 pour un film d'1h30. Donc on ne sait jamais pour combien de temps on part.
Et Pierre? Oui, c'est vrai, non, évidemment que c'est un allié, la musique. Je trouve que c'est toujours une possibilité qu'on peut activer ou ne pas activer. Et un des points importants pour les compositeurs et les compositrices, je pense, c'est vraiment en collaboration avec les réals et parfois les prods et d'autres gens, de détecter les moments où vraiment ça va faire fructifier l'émotion, où ça va nous révéler quelque chose d'un peu caché dans le scénario, où ça va magnifier un travail d'acteur, d'actrice. Donc c'est toujours une possibilité, et je trouve que c'est payant de se poser plein de questions avec la musique, parce que parfois on finit par retirer une proposition musicale d'un commun accord, et c'est extrêmement payant pour la scène d'après, par exemple, où voilà, moi ça m'arrive aussi souvent je pense qu'Amaury, toi c'est pareil, mais on compose souvent 2, 3, 4 fois plus, 10 fois plus de musique que ce qui atterrit dans le film à la fin, mais parfois pour le mieux aussi. Et je trouve que moi j'aime beaucoup les films où paradoxalement il y a parfois peu de musique, mais quand la musique arrive, waouh, c'est le film décolle, et où c'est pour une raison très particulière ou très inattendue. Et voilà, une intensité qu'apporte la musique qui est vraiment précieuse, je pense, pour le cinéma. Il y a effectivement toutes les musiques qu'on entend, et toutes celles qu'on n'entend pas, voilà, qu'on a créées et qui servent à rien, parce qu'on a besoin aussi de révéler les silences et de travailler tout ça, donc c'est un travail d'équipe, oui. Alors, une question à laquelle déjà Maxime et une partie Anaïs ont répondu. Comment vous trouvez des collaborations sur les projets sur lesquels vous travaillez? Comment ça se passe? Est-ce que vous répondez à des castings? Comment vous vivez les castings? Est-ce que ça se fait dans une soirée, dans une rencontre comme ici? Là, ce matin, on a organisé des séances de speed dating comme ça. Comment ça s'est passé pour vous? Moi, c'est un peu particulier parce que j'ai été à l'initiative du Festival Of Cours avec Samuel il y a 25 ans. Donc, j'ai déjà le Festival Of Cours à Trouville. Donc, j'ai baigné, voilà, ça fait depuis les années 2000, on est beaucoup dans le court-métrage. Donc, c'est vraiment à ce festival-là et aussi à Clermont-Ferrand, dès le début des années 2000, que j'ai commencé à rencontrer des réalisateurs, etc. Et puis, c'est beaucoup de rencontres. Ça peut être aujourd'hui, c'est un peu tous les jours. Et je me suis aussi beaucoup appuyé sur l'initiative de la Maison du Film, de la SACEM. Je suis passé par Émergence en 2009, un certain nombre de workshops comme celui-ci, la résidence trio, des choses comme ça. Qui t'ont permis de nouer des collaborations sur des films, effectivement. Ouais. Ok. Et toi, Pierre? Un peu la même chose. J'ai pas le sentiment d'avoir forcé. Je passe pas vraiment de casting. Enfin, je pense que de temps en temps, ça doit m'arriver d'être en concurrence forcément avec d'autres gens, mais je pense que la plupart du temps, je ne le sais pas. Et tant mieux, ça m'évite de stresser ou de me décourager à l'avance ou de me réjouir trop tôt. Mais oui, moi, les collaborations, elles sont nées, je pense, assez tôt avec des gens qui étaient en école de cinéma. Et moi, ça m'arrangeait bien parce que comme je suis assez autodidacte, c'est vraiment le fait de travailler avec des gens qui apprenaient leur métier au fur et à mesure que moi-même, j'ai eu l'impression d'apprendre des choses en faisant plein d'erreurs sans doute. Et puis après, oui, beaucoup de rencontres. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est finalement il suffit d'une belle collaboration pour que ça nous emmène, je sais pas, presque dans le meilleur des cas, toute une vie à refaire des films avec des personnes qui grandissent avec nous, et voilà, on se renouvelle forcément pour pas s'ennuyer collectivement. Mais j'ai pas tellement l'impression et je pense aussi parce que c'est peut-être un peu vain que j'y crois pas trop, donc j'ai pas l'impression de forcer, de mettre un pied dans la porte un jour en disant il faut que je rencontre ce producteur absolument, ou tel réalisateur ou réalisatrice. Parce que je pense que c'est un peu comme dans une relation d'amitié ou je sais pas, quelqu'un qui débarquerait dans une soirée et qui viendrait voir quelqu'un qu'il n'a jamais vu de sa vie, qui en 4 secondes dirait ah mais j'ai envie de travailler avec toi, et non, on serait presque un peu effrayé. Donc il faut toujours faut faire confiance à la vie d'une certaine manière, et puis il faut être curieux, rencontrer le maximum de gens et beaucoup faire de musique. Pour moi aussi, ça m'a aidé. En fait, ne pas attendre les projets pour faire et enregistrer de la musique, ça je pense que ça m'a aidé aussi, parce que quelque part j'avais peut-être un univers musical qui était palpable avant même d'avoir beaucoup de projets, peut-être, je sais pas. Donc pas trop de casting, vous répondez assez peu à des castings, des situations où bon, voilà, le long métrage d'un tel, voilà la scène, proposez-moi. Ça vous est arrivé de faire ça? Et comment est-ce que ça a débouché sur une relation concrète? Et est-ce qu'on peut bâtir une relation pérenne quand
on est parachuté là-dedans de cette manière-là? Oui ou non? Je pense que d'une certaine manière, on est toujours un peu en casting. Voilà. On travaille avec des gens et de toute façon, après, on va faire une BO, on va faire un film. On a un point commun avec les réalisateurs, c'est que de toute façon, on va construire des personnages, on va espérer que le film fonctionne et qu'il y ait un succès, que les gens comprennent le film. Parfois c'est le cas, parfois c'est pas le cas. Donc on est toujours en train un peu d'essayer de plaire et de faire le meilleur travail possible, en espérant retravailler avec les gens et que parfois d'autres gens dans le giron nous appellent aussi. Donc un casting en bonne et due forme où on est 4-5 à faire des démos, ça m'est arrivé rarement. C'est plutôt le casting, ça se rapproche plus du média publicitaire, film instit, des choses comme ça. C'est vrai. J'en ai fait, j'en ai produit, et là tu peux aller voir 3-4 mecs, nanas, mais exactement pareil pour les réalisateurs. D'ailleurs, pour le cinéma, il y a quand même un moment une relation artistique qui est un petit peu différente. Là, ce que je pourrais, pareil, si je fais un petit pas de côté, c'est que nous, ça nous arrivait de commencer avec des compositeurs. Et au bout d'un mois ou deux de travail, tu peux aussi te rendre compte que les gens n'arrivent pas à accoucher de ce que l'auteur ou l'autrice a envie, et ça peut être assez compliqué. Il faut essayer de réduire, dans ces cas-là, et tu as beau refaire, tu vois bien qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, mais c'est hyper dur dans ces cas-là d'arriver à dire à quelqu'un il faut stopper la collaboration, parce que là, visiblement, est-ce que vous ne voyez pas la même chose? Est-ce que en tout cas, vous ne l'entendez pas? Et il faut prendre les devants, et c'est forcément un peu compliqué, mais il faut savoir aussi se séparer d'un collaborateur artistique quand vraiment ça ne fonctionne pas. Sinon, les gens vont un peu souffrir, quoi. Je parlais juste, tu sais, des configurations. En général, c'est plutôt sur du cinéma effectivement commercial, où il y a ce qu'on appelle un score producer qui est mandaté pour faire un casting de compositeurs, de longs. Exactement, c'est un cas assez particulier. C'est pas le cinéma d'auteur. Non, c'est essentiellement cinéma indépendant. Alors, c'est intéressant, là, ce que tu disais, c'est vraiment le cœur de ce débat, les clés d'une bonne collaboration avec un compositeur et un producteur et un réalisateur. Et justement, tu commences à nous en parler. Quand ça marche pas bien, qu'est-ce qui fait que ça marche pas bien? Comment on peut solutionner ça? J'aimerais que vous posiez cette question à chacun d'entre vous. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien dans la collaboration? Quelles sont les clés pour que ça fonctionne bien? Et qu'est-ce qui peut créer des problèmes entre ces trois parties prenantes, entre le réalisateur, la réalisatrice, le producteur, la productrice? Moi, si je peux rebondir sur mon expérience, et comme ça, après, je vous laisse tranquille. Mais c'était pas sur le long, en tout cas, mais c'était sur le court, et c'était quand on avait une envie de collaborer avec quelqu'un, avec le réalisateur, et que du coup, on va voir quelqu'un avec qui on n'a jamais travaillé avant. Donc, on fait référence à des chansons, des musiques que l'on apprécie. Et donc, on se dit, bon, étant donné qu'on a aimé tout ça, on a envie d'essayer de collaborer avec vous. Mais parfois, effectivement, la personne, forcément, travailler en fiction, ça plaît toujours. Mais effectivement, le résultat n'est pas forcément heureuse. Donc, voilà. En tout cas, nous, ça nous est arrivé 2 fois. Et c'était plutôt d'aller voir des gens qui nous faisaient fantasmer, avec qui on avait envie de travailler. Et malheureusement, le terrain ne se créait pas. Et donc, on a arrêté de collaborer. Et ça s'est fait... Mais là, je veux bien savoir, c'était sur le court-métrage. D'accord, mais c'était des musiciens, enfin ce que j'appelle des musiciens, pas des compositeurs de musique de film. C'était des gens dont tu appréciais les titres en tant que musiciens. C'était pas des gens des musiciens qui font un peu les deux, voilà. Et essentiellement qui font de la création d'albums. Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais un petit peu aussi de composition à l'image, mais moins. Et effectivement, c'est un exercice qui est différent. Et voilà, on s'est quitté pour des musiques, ça nous est arrivé 2 fois, et c'était à notre initiative d'aller voir des gens pour faire de la musique, et donc pas des gens que connaissaient les auteurs ou les autrices au préalable. Normalement, les compositeurs de musique de film, ils ont les outils de langage, de dialogue pour solutionner ces choses-là. Et vous, justement, tous réalisateurs, compositeurs, les problèmes et les solutions. Ce sont des choses qui arrivent, effectivement. Souvent, les producteurs ou les réalisateurs font appel à des chanteurs, des musiciens de scène, parce qu'ils aiment bien leurs chansons, parce qu'ils aiment bien leur musique, et que c'est vrai que le métier de compositeur de musique à l'image est assez différent. Et que lorsqu'on arrive en termes de production, il y a une forme de réalité qui arrive, et qui n'est pas forcément celle de la chanson. On peut avoir dans une musique de film 4-5 tempos différents, c'est pas la même chose.
Donc oui, ça m'est déjà arrivé de remplacer des gens, voilà. Ça m'arrivera aussi d'être remplacé aussi un autre jour. Donc ce qui est très important, s'il y a des compositeurs dans la salle, en tout cas, ou des gens qui aspirent à ça, signez bien vos contrats avant de commencer à travailler. Parce qu'on voit bien qu'il y a une volonté parfois de faire traîner ces contrats, et que lorsque ça coince artistiquement, on se sépare beaucoup plus facilement des musiciens. Donc parfois on peut travailler 1 mois, 2 mois, 6 mois, et puis se faire débarquer. Voilà. Donc, il faut éviter ça à tout prix. Et c'est vrai que voilà, je me mets à la place des réalisateurs aussi. C'est pas chose facile parce que ce sont des auteurs, donc des gens qui ont écrit des scénarios qui ont développé des films pendant 1 an, 2 ans. Et tout d'un coup, sans avoir prévu ça, ils ont un deuxième auteur, un troisième auteur, on va dire, qui arrive en cours de montage et qui rajoute une couche en fait, de vision qu'on peut avoir sur un film. Donc c'est pas facile pour un réalisateur de laisser rentrer un nouvel auteur dans son intimité. Donc faut comprendre aussi que c'est pas... voilà. Ensuite, on a souvent une vision à l'écriture du film. On imagine la musique qu'on voudrait à l'écriture du film. Et après, lorsqu'on tourne le film, on a la réalité des images. Et la réalité de ce qu'on a tourné quand on se retrouve en premier jour de montage n'est pas nécessairement... Voilà, il y a souvent un temps de désillusion et on doit un peu repartir de zéro entre ce qu'on a écrit, ce qu'on a tourné et ce qu'on va devoir monter. Voilà. Donc le compositeur, en général, il arrive là. Et c'est vrai qu'il y a un peu 2 postes à risque. Voilà, les monteurs images et les compositeurs. Parfois, on ne trouve pas le film, on ne trouve pas le rythme. Il faut bien trouver un responsable à ça. Donc... voilà, c'est souvent ces 2 postes-là que ça coince. Il faut trouver voilà, qu'est-ce qu'on fait pour faire avancer le récit, qu'est-ce qu'on fait pour faire avancer le film. Et est-ce que ça ne vient pas du fait que, justement, on vient chercher les compositeurs en fin de course, quoi, quand on est épuisé, quand on est déprimé, en voyant le montage qui ne correspond pas au rêve, et que voilà, le compositeur est censé être monsieur magicien qui va tout solutionner, etc. Est-ce que c'est pas mieux quand on réfléchit en amont au niveau du scénario avec le compositeur qui est aussi un troisième auteur, tu le disais? Moi je trouve que c'est toujours positif d'être impliqué tôt dans une collaboration parce qu'on a le temps de réfléchir, on a le temps surtout de connaître bien mieux le réal ou la réalisatrice du film et donc c'est quand même des métiers très humains où on passe beaucoup de temps à discuter de choses subtiles, sensibles, délicates. Et pour répondre à la question en même temps précédente, c'est pour moi une bonne collaboration, elle arrive quand on a pris le temps de bien se comprendre et de partager un langage commun qui n'est pas un langage, de mon point de vue, qui doit être technique, compliqué. Pour mon cas très personnel, qui est jamais en fait un langage musical technique, parce que la technique ne m'inspire absolument pas, mais qui est vraiment le langage du cinéma, en fait, la passion des films. Et moi, si j'ai un humble conseil à partager que je m'applique à moi-même tous les jours, c'est d'être beaucoup plus curieux envers le cinéma qu'envers la musique, parce qu'en fait, la musique, quand on est compositeur, on la porte un peu sans le savoir déjà en soi, mais c'est pas ça qui va tant nous servir ensuite à créer des thèmes, à trouver des points de connexion avec le film, alors que vraiment moi je pense que vraiment le meilleur conseil c'est de ne jamais arriver avec une étiquette de je suis spécialiste de ça, je connais la musique, je sais ce qu'il faut faire. Il faut être au contraire plein de doutes, plein de questionnements et plein d'amour pour le film qui doit se faire et de partager le même désir de cinéma sur le même film, parce que ce qui arrive lors des mauvaises collaborations aussi souvent, c'est que le fantasme de film du réalisateur ou du producteur, de la productrice, du compositeur, enfin, en fait il y a plusieurs films fantasmés en parallèle et on ne travaille pas sur le même film. Et donc tout ça, ça passe par le dialogue, la communication. Et plus on a pris le temps de se connaître, de boire des cafés, de savoir ce qu'on aime dans la vie et de trouver, voilà, on s'exprime tous d'une manière un peu singulière, de comprendre quel est notre vocabulaire, même dans la vie, quand on parle de tout et n'importe quoi, ça nous aidera aussi quand on parlera de musique, de films, de progression des personnages, d'intrigue, de tension, de mille choses. Et moi, je crois beaucoup au temps passé, en fait, où on a l'impression qu'on boit des cafés, on fait pas grand-chose, mais en fait, on s'apprivoise et tout ce temps investi dans la discussion, c'est de la confiance qui grandit. Et du coup, quand on est sur des choses
très importantes avec parfois peu de temps et des deadlines, bah, comme par hasard, c'est là où ça devient un allié incroyable pour faire des belles choses, quoi. Donc, passer du temps à discuter, à rencontrer l'autre en fait. Et Maxime, qu'est-ce que tu fais pour travailler sur le même film avec le compositeur avec lequel tu travailles? Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des moments où c'est plus compliqué, le dialogue est plus difficile, ou des blocages et comment tu les solutionnes? Comment vous les solutionnez ensemble? Est-ce que le producteur intervient par rapport à ça? Bah, ce que disait Pierre, en fait, ça me permet d'embrayer, moi, je pense, sur ma façon de faire, mais qui est vraiment la mienne, et je peux parler que de mon expérience, parce que moi, j'ai évidemment pas composé avec beaucoup de réalisateurs ou réalisatrices. J'ai travaillé avec quelques compositeurs, en fait, je pensais à d'autres aussi sur d'autres projets, mais voilà. Mais j'ai l'impression que c'est assez similaire avec tous les postes de l'équipe technique, et les comédiennes et les comédiens. Moi, je suis dans un rapport aussi que je cherche, et je pense que c'est pour moi en tout cas la meilleure façon de faire des films, et celle que j'ai trouvée en tout cas, c'est-à-dire d'être entouré de gens qui sont à la fois des amis, des gens assez proches, et avec qui il y a un dialogue dans la vie, parfois silencieux, hein, d'ailleurs, pas forcément besoin de se dire les choses, mais où on sent qu'il y a un endroit de sensibilité qui est commun, tous ensemble. Et donc la question de savoir qu'on fait tous le même film, ça veut dire que celui qui va faire l'image ou celui qui va faire le son, ou celui qui va faire la musique ou le montage image ne fait pas son propre travail, mais qu'on fait tout ça ensemble. Moi, je défends beaucoup la question de l'œuvre collective, même énormément. Je pense qu'un film, c'est collectif. Je pense qu'un réalisateur, c'est juste quelqu'un qui réalise, mais c'est pas un film de ce réalisateur. C'est mon point de vue à moi, en tout cas par rapport à moi, comment je travaille. Je pense vraiment que c'est une œuvre collective. Donc, dans la question de l'œuvre collective, ça veut dire qu'il faut se choisir émotionnellement pour partager ensemble ce temps. Donc, je dirais que la bonne collaboration, je sais pas, en tout cas, quand on se rencontre et qu'on se choisit, c'est avant tout de sentir pas qu'on aime la musique de l'autre ou pas qu'on aime le travail de l'autre, mais qu'on aime le projet qu'on veut faire ensemble. Et là, il va y avoir un bon dialogue, et effectivement, ça questionne aussi le risque de travailler avec des musiciens dont on aime le travail, qui ne sont pas forcément compositeurs. C'est le compositeur ou la compositrice, c'est vraiment quelqu'un qui va accompagner l'émotion que nous on a envie de donner. Donc tout à l'heure je parlais d'intériorité de personnage, mais c'est aussi le ton. Par exemple, si j'ai une mélancolie en regardant un paysage où il fait beau et qu'il y a du soleil, il faut que la personne en face qui fasse la musique transmette ce que j'ai envie de mettre. Et donc la même réalisatrice ou réalisateur, je sais pas, qui va faire un plan, le même plan, on aura un regard différent dessus. Et c'est là où la musique intervient beaucoup, je trouve. C'est qu'elle apporte aussi un ton qu'on a envie de donner à une image. Et ça va pas donner la même sensation. Et pour moi, là, c'est là où on touche à l'émotion. Et c'est ce qui fait qu'il y a un truc qui peut décoller ou pas. Et parfois, ça se passe par le son, par ce que fait le mixeur, le monteur son, parfois la musique, parfois le son d'une voix. Et voilà. Et je crois que c'est tout ça ensemble où on cherche à définir l'émotion juste du film tout le temps. Et je crois que c'est ça qu'on travaille tous ensemble. Voilà. Oui, vous travaillez tous ensemble, mais de temps en temps, même comme dans un couple, on peut adorer quelqu'un, mais il y a des tensions, il y a des incompréhensions quand même. C'est là que les producteurs servent à quelque chose pour faire ce lien collaboratif parfois. C'est quand que le producteur ou la productrice qui fait ça? Ça peut être vous n'arrivez pas à trouver ensemble des... Ça peut être le superviseur musical, c'est aussi un autre intervenant sur oui. un film. Il y a souvent des superviseurs musicaux qui permettent de ne pas être de manière, je dirais pas frontale avec les producteurs, mais au moins ça fait un tripartite, donc ça permet de faire circuler la parole et de faire circuler un peu plus voilà, l'objectif. Mais en tout cas, c'est certain qu'on a tous le même objectif, c'est-à-dire on a tous à cœur de créer un personnage. Et qu'on a tous besoin, effectivement, comme disait Pierre, d'humilité, de savoir laisser place à un travail, le travail d'un monteur son aussi, etc. Et ça, c'est important, c'est sûr. Et toi, donc, Anaïs, tu te sens conseillère matrimoniale ou psychologue du couple, quelquefois, quand il y a des problèmes de compréhension dans ces... Mais c'est vrai que je me permets de rebondir sur cette image de couple que je prends souvent, c'est comme dans un couple. C'est effectivement, on a besoin, comme dans un couple, de pouvoir savoir si on veut continuer la relation ou aussi de pouvoir se dire non. Il n'y a rien d'obligatoire. Voilà. Ouais. C'est arrivé de temporer, d'essayer de trouver une meilleure communication
Alors, je me suis jamais retrouvée dans une situation où il y avait, enfin, à part quand il y avait un blocage total parce que comme vous l'avez justement pointé, parce que j'avais pas commencé par ça, on s'adressait plutôt à des musiciens qu'à des gens qui sont faits, enfin, dont c'est le métier, la composition musicale. À part ces moments-là où il faut savoir dire stop assez vite, parce qu'effectivement, plus on laisse traîner, plus s'il y a pas signature de contrat, etc., ça peut donner lieu à des incompréhensions, des choses qui sont pas agréables, donc il faut essayer de nettoyer le terrain de tout ça. Mais sinon, dans la collaboration des courts ou longs métrages que j'ai connus, auteurs-compositeurs, ça c'est... il n'y a jamais eu vraiment de friction. Peut-être que j'ai été très chanceuse. J'entends quand même assez rarement des graves problèmes de mésentente entre auteurs et compositeurs. À vrai dire, je ne parlais pas de grandes frictions, je parlais de petits moments de blocage où là, on a besoin de remettre les choses, c'est des petites brouilles de couple, quoi. C'est pas des ruptures. Oui, mais quand tu emploies le mot brouille de couple, moi, là, je place la question sur un point de vue humain. Donc, dans ce cas-là, sur un point de vue humain, ça m'est jamais arrivé. En revanche, en écriture, par exemple, et ça, c'est un autre débat scénariste, là, ça peut arriver d'avoir des points de fiction. Et là, le producteur, on est quand même très en amont et il est très présent à ces étapes-là. Moi, c'est plutôt effectivement parfois sur un réalisateur qui me dit mais tu trouves pas qu'il manque un truc là ou et c'est vrai que majoritairement je partage les mêmes visions et donc ce que j'aime bien faire dans ces cas-là c'est qu'évidemment le compositeur, enfin je crois que parfois le compositeur doit travailler seul évidemment parce qu'il a besoin de cette liberté et je pense qu'il y a forcément des temps où l'auteur, l'autrice doit être présent, peut être présent et aussi parfois le producteur, tout dépend de son implication, de son envie aussi de le faire. Et tout récemment, sur un court-métrage, on bloquait sur une dernière musique, il y a à peu près 8 musiques dans le film, et on bloquait sur une musique qui est un peu la plus importante, donc peut-être qu'on se mettait beaucoup de pression, etc. Et on tournait vraiment autour de la bonne musique, et on s'est dit, bon, on se passe un après-midi ensemble, et tous ensemble, avec le compositeur qui faisait des tentatives au clavier avec nous, etc., qui ajoutait des beats, machin. On arrivait en 2 heures de temps. Et bon, après, il a terminé seul, mais on est vraiment arrivé à quelque chose où on était très. Il y avait une émulation, on était très excités et c'était important de tous se retrouver pour finir cette musique-là ce jour-là. Un travail collaboratif. Voilà. Et donc, justement, quelle technique, vous les compositeurs, vous avez pour bien comprendre l'univers d'un auteur ou d'une autrice avec lesquels vous travaillez? Est-ce que vous avez des outils particuliers? Est-ce que, par exemple, vous faites écouter de la musique, des musiques que vous avez composées ou des musiques déjà existantes ou comment est-ce que, bon, tu nous as parlé du café, des échanges, des discussions, etc. Est-ce que vous avez un mode opératoire pour bien apprendre, et surtout avec les nouveaux réals avec lesquels vous pouvez travailler quand on ne se connaît pas vraiment bien? Est-ce que vous avez des il y a aussi une donnée importante aujourd'hui, parce que là c'est vrai que c'est la fête du court-métrage, donc il y a peut-être beaucoup de gens qui évoluent dans le court-métrage, et il y a aussi le long-métrage quand on bascule là-dedans, c'est un univers assez différent. Et de toute façon, le point commun, c'est que les taux se resserrent. Voilà. On va nous retirer, aux réalisateurs et à nous, on va nous retirer le film. Parce que on pourrait continuer à travailler comme ça indéfiniment. On sait que de toute façon, un distributeur ou une chaîne va vouloir son film. Le producteur va vouloir son film pour pouvoir le livrer, être payé, etc. Donc on travaille avec la donnée du temps. Donc de toute façon, ça c'est une donnée qu'on a en commun avec les réalisateurs. On sait que plus on avance, plus ça va être difficile, moins on aura de temps. Voilà, donc il faut essayer d'anticiper un maximum les sujets, essayer de définir quels sont les grands axes de la musique du film, quels sont les grands, ce que j'appelle la porte d'entrée, c'est-à-dire les séquences dont on est sûr qu'il y aura de la musique. Voilà. Et partir de cet endroit-là, en général c'est au 3e acte, ou quand il y a un dénouement dans le film, etc. Essayer de trouver le moment où la musique est le plus déployée. Et ensuite remonter le fil petit à petit, voilà, et passer sur des séquences moins importantes. Après, il faut être beaucoup à l'écoute, et de toute façon, on ne sait pas pour combien de temps on part. Et on a les mêmes problèmes, les réalisateurs et les réalisatrices, on a les mêmes problèmes. On doit faire un film qui va plaire et le film, on va nous le retirer. Donc on est dans la même galère un peu. Et qu'est-ce qu'on fait avec toute cette masse de données, de toute façon, de rush, d'idées théoriques qu'on avait, dont on n'est pas sûr qu'elles marchent une fois qu'on va rentrer en montage.
L'idée, on en a parlé aussi tout à l'heure, des musiques synchronisées. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette musique intradiégétique ou musique extradiégétique, mais en tout cas qui est issue des synchros? Comment est-ce qu'on répartit le budget entre la musique le budget des compositeurs et les synchros, voilà, ce qui est parfois dans la tête des réalisateurs un peu la même chose parce que c'est un objet musical, mais c'est pas la même chose, donc faut pas confondre les deux budgets. Mais c'est important que le compositeur ait une écoute quand même évidemment sur les musiques qu'on a envie de synchroniser, voilà. Savoir comment cette enveloppe est répartie, voilà, il peut y avoir des synchros qui apportent beaucoup au film, etc. Et puis après, c'est beaucoup d'écoute, voilà, et comme disait Pierre, beaucoup d'humilité de toute façon, parce que le réalisateur doit pouvoir à tout moment nous dire non, voilà, et c'est très important qu'il ait la liberté, voilà, de choisir ce qu'il a envie de mettre ou pas mettre. Et il n'a de toute façon pas les données, toutes les données du film, il ne les a qu'à la fin, voilà, quand on arrive au mixage. Voilà. C'est qu'à ce moment-là qu'on a la vision globale du film. Voilà. Et j'aime bien dire souvent c'est une expression un peu, peut-être un peu grivoise, mais un film, c'est un peu un enfant qui est le fruit d'une orgie. Voilà. On ne sait pas très bien qui est le père. Voilà. Et toi, Pierre, comment tu accompagnes les réals dans leurs problématiques musicales, dans la recherche d'une bonne musique pour le film? Comment tu travailles, toi? Moi, j'ai l'impression que, c'est enfin ce que je disais avant, mais que ça part pas tellement de discussion sur la musique, mais beaucoup plus sur le film. Et moi, j'ai besoin de comprendre très précisément le film et ce qu'il a de précis dans ses émotions, de singulier, voilà, que c'est pas le film d'à côté. J'ai besoin de comprendre les obsessions des réalisateurs et des réalisatrices pour vraiment me questionner aussi quel est l'instrumentarium que je vais déployer pour le film. Travail psychanalytique? Bah, il y a un peu de ça, on est un peu des psys quand même. Je pense, c'est de la maïeutique en fait, notre travail, je pense. C'est vraiment de faire accoucher des idées qui flottent dans l'air mais qu'il faut canaliser et il faut qu'on aille tous dans le même sens. Rechercher le film souterrain? Bah, vraiment, je pense qu'il y a de ça. Et puis, alors je pense à une autre chose qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps sur un court-métrage. Un réal m'a partagé, il avait fait une playlist de musique qu'il adorait, très différente, mais précisément pour le film. C'était pas juste sa playlist, voilà mes goûts, mais dans l'optique du film, c'était un peu comme des références, on va dire, compatibles avec le film, et qui n'étaient pas non plus des pistes temporaires placées sur le montage. Donc il y avait un côté pas trop impressionnant, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est dur de passer après une piste temporaire à laquelle on s'est habitué. Mais moi, ça me permet aussi parfois de comprendre des choses en termes d'instrumentation. Je sais pas, par exemple, c'était ah tiens, il aime bien telle couleur de synthé un peu bizarre, tel reverb, tel. Parfois, c'est des trucs un peu techniques musicaux, mais où ça. Tu l'as relancé là-dessus, tu le dis parce que on entend un morceau, on entend différemment. Toi, tu l'entends différemment de lui. Tu as dit mais qu'est-ce que tu aimes dans ce morceau particulier, c'est quoi? Tu l'as relancé là-dessus pour bien décortiquer, quoi. Alors, parfois, on a besoin de verbaliser un peu ça, mais parfois, c'est tellement cohérent dans la playlist qui est faite que finalement, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Et je sais que, typiquement pour ce film, j'allais pas faire de la composition orchestrale ou de la musique baroque pour un truc en fait qui était plutôt un délire un peu. Je sais même pas comment dire ça, quoi, un peu pop électro, lofi bizarre et tout. Et que du coup, en écoutant plein de choses qu'il avait préparées, je me suis dit, tiens, en fait, lui, ce qui l'intéresse comme couleur de la bande-son, c'est un certain décalage, un petit clin d'œil à quelque chose de passé. Et après, moi, je le mets un peu à ma sauce et puis il en ressort quelque chose. Mais j'ai l'impression que parfois, ça fait. Autant j'aime pas les pistes temporaires, autant je comprends parfois aussi que ça peut aider à comprendre des ingrédients, des goûts des réals que eux-mêmes ont du mal à décrire. Parce que qu'est-ce que tu aimes dans la musique, c'est super dur de répondre à ça. C'est un peu mystérieux. Et voilà, parfois ça va me donner une idée de tempo ou d'instrument ou de manière, je sais pas, de rythmique. Et parfois on a besoin de discuter plus profondément sur ces références-là et de dire mais qu'est-ce qui te plaît vraiment dans cette musique, parce que en effet ça peut être très piégeux aussi, hein. On peut se dire ah bah ouais il adore ça, en fait non, il aimait le tempo et la rythmique, mais en fait les instruments c'était pas du tout ça. Donc c'est des pistes, il faut les interpréter, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que j'ai besoin de passer quand même pas mal de temps, beaucoup plus à discuter du film et des goûts des réalisateurs et réalisatrices, beaucoup plus que de parler musique, parce que j'ai l'impression qu'une fois que
choix esthétiques sont faits, la création et l'enregistrement de la musique, pour moi, c'est quelque chose qui se fait mais vraiment très rapidement. C'est pas ça qui... 80% du temps, c'est plutôt de décrypter l'autre, plutôt que de... Je sais pas pour toi, Amaury, mais moi, je n'ai pas l'angoisse de la page blanche face à une... C'est pas comme ça que le problème se pose. C'est plutôt... est-ce que je t'ai bien compris, en fait, c'est plutôt ça. Et pour... pardon, tu veux... T'as un budget café important, quoi. Alors, j'ai mes adresses. Et pour Maxime et Anaïs, quelles sont pour vous les qualités essentielles et spécifiques qu'ont les compositeurs pour bien travailler au cinéma, et quels sont les défauts rédhibitoires qui vous empêchent de travailler avec un compositeur ou une compositrice? Voilà. Par rapport aux comédiens, par rapport aux techniciens, je pense que vraiment, comme on dit, c'est le troisième auteur, hein, donc c'est pas uniquement des interprètes. Il y a peut-être des qualités attendues, on a vu peut-être un petit peu, et des défauts vraiment qui font que vous ne pouvez pas travailler avec certaines personnalités. Moi, les compositeurs avec qui j'ai travaillé, je dirais que c'est étrangement, c'est le silence. Parce que Pierre, par exemple, avec qui j'ai Pierre Rousseau, on a passé beaucoup de temps ensemble et finalement on ne s'est pas tant parlé que ça. Voire même des moments très très silencieux. Mais il faut dire que Pierre est quand même quelqu'un de très silencieux en plus. Et donc on a passé des après-midi à écouter des notes. Et je le voyais, je l'écoutais chercher, quoi. Puis de temps en temps je disais « Ah ça !» Et puis en plus il déteste, c'est comme le monteur image et tout ça, moi je me fais je sais pas pourquoi les gens n'aiment pas quand je parle, donc du coup je suis vraiment, toujours je dois rien dire. Et j'ai l'impression que vraiment ils veulent que je sorte et en même temps ils veulent que je sois là quand même. Donc j'ai un rapport assez étrange à ça, j'avoue. Mais je crois qu'ils m'aiment bien, on retravaille tout le temps ensemble, donc je crois que ça va. Mais c'est vrai que vraiment la qualité, je pense que c'est d'être dans... En fait, comme on cherche un endroit complètement invisible et que ni lui ni moi ne savons ce qu'on cherche exactement, on cherche juste à être concentré et d'avoir ce petit moment où on se dit ça y est, c'est bon, c'est ça. Et vraiment, je pense qu'il faut vraiment, c'est comme le montage et tout ça, ou le son, il faut être vraiment très, très concentré. Et voilà, et bon, moi c'est ce que j'aime bien chez ceux avec qui j'ai travaillé. Et je remarque qu'ils ont tous cette qualité-là d'ailleurs, les gens qui m'entourent. Et le défaut, je sais pas. Bon, je sais pas. La parlotte, des gens qui parlent trop, non, mais je dirais que c'est des gens c'est peut-être une forme d'ego, mais chez tout le monde, je pense qu'il faut, parce que voilà, on fait le film ensemble, donc si à un moment donné il y a évidemment quelqu'un qui veut passer, enfin voilà, c'est un truc d'être ensemble, quoi. Tu as besoin de quelqu'un qui soit au service de ton film et pas nécessairement à ton service. De notre film, je dirais, ouais. Ouais. Ou au service de son ego de compositeur. Non, mais au service de quelque chose qu'on cherche ensemble. C'est vraiment de la recherche. Moi, je crois beaucoup à la recherche, on est tout le temps en train de chercher. Il n'y a pas de vérité. D'ailleurs, c'est intéressant parce que si on rencontre quelqu'un, effectivement, on va mettre des musiques parce que ça, c'est compliqué parce que souvent, il n'y a pas le budget avant, ou alors on se dit, on ne va pas composer avant le film. Donc on se retrouve en montage image, on est obligé d'utiliser des musiques qui existent pour se donner un ton. Et moi je travaille avec Pierre par exemple, il veut pas écouter, il veut qu'on lui envoie le film sans les musiques existantes. Et ce que je trouve très intéressant, c'est de dire comment toi tu sens le truc, parce que je lui fais confiance, on se choisit, donc du coup il me dit voilà comment je le sens, et pourquoi j'arrive à dire ça, mais je ne sais plus pourquoi j'arrive là-dessus. Mais donc jamais tu as travaillé avec lui sur le scénario, à partir du scénario? Parfois si, en fait je lui ai envoyé des scénarios, mais j'ai l'impression qu'il n'aime pas trop lire le scénario. Non mais c'est vrai que je sais pas vous, mais c'est un endroit particulier la composition musicale, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas envie d'être non plus trop en amont, parce que après ça dépend de ce qui va être dans les images. Puis c'est un peu comme quand on regarde un montage image, on regarde les rushs et la première fois qu'on le voit on a une émotion, mais après la 50e fois on n'a pas la même, donc du coup on veut virer le truc. C'est hyper important de faire attention à cette première émotion, parce que comme le spectateur on l'aura au moment où on le regarde. On va pas regarder un film 20 fois, sinon on n'aura plus l'émotion. Et c'est pareil, c'est de préserver toujours préserver l'instant. Voilà, moi je suis très attentif à ça et voilà, du coup voilà. Et
toi, Anaïs, les qualités essentielles d'un compositeur, c'est quoi pour toi, si tu en as identifié les défauts? C'est l'écoute. L'écoute, ouais. Des défauts, là c'est compliqué, après c'est humain, c'est du rapport à l'autre, c'est comment est-ce qu'on s'entend ou pas avec quelqu'un. Moi, effectivement, on aime bien travailler sur des films, enfin sur notre cinéma qu'on qualifie d'auteur, même si ce mot, j'essaie d'éviter d'utiliser parce qu'il peut faire un peu peur, au public en tout cas. Ce qui est bien, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est de créer de la bonne énergie, que le dialogue soit fluide, on cherche de la fluidité, ça c'est vraiment un truc qui est hyper important, avec tous les collaborateurs artistiques en fait. Et après, vérifier dès le début du projet qu'on est tous raccord sur ce qu'on a envie de faire, les références, la direction qu'on veut prendre, avoir la même vision, tous et toutes. Et après, moi, ce qui ne me plairait pas, mais c'est des échos que j'ai eu d'autres expériences, c'est d'avoir quelqu'un qui envoie sa V1 et qui dit bon voilà la musique du film. C'est à prendre ou à laisser. Bon, on a des échos comme ça, mais c'est aussi un certain type de compositeur avec une certaine expérience. Oui. Et ça, enfin moi ça ne me viendrait pas à l'idée. En tout cas, je ne tomberais pas dans cet écueil d'aller prendre quelqu'un parce qu'il est très connu et qui va me dire tu vas prendre la V1 et puis c'est la musique du film et puis après il faut parler avec l'agent. Je parle de manière très, très transparente, hein, qui va vous dire mais tu veux une V2, bah, vas-y, il faut que tu en mettes de l'argent dans la machine. Enfin pardon, mais on fait des films qui sont suffisamment complexes à monter pour pas avoir en plus à se faire chier avec quelqu'un. Donc tu parles des égos tout à l'heure, c'est bon, l'ego on peut le laisser un peu à la porte. Après on en a tous évidemment et c'est normal. Mais dans des configurations comme les films, en tout cas dont on a parlé, que ce soit L'Homme d'Argile ou Chien de la Casse, peut-être ceux que tu as fait cette année, ou même les héroïques, je sais pas, on a vraiment besoin d'être extrêmement soudés. Enfin, sinon c'est pas drôle. Alors, ça fait depuis 1h30 qu'on échange ensemble. Je sais qu'on doit... Oui, ça passe très très vite. On doit libérer la salle à 16h. Ben, je voudrais commencer à peut-être laisser la parole au public. Si vous avez des questions à poser à nos invités, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions au public? Oui, voilà. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé en fait de la composition à l'image, j'ai l'impression. Une fois qu'on a l'image, est-ce qu'il vous est arrivé de faire autrement? Parce que moi, j'ai regardé des documentaires, des reportages, etc., où effectivement, il y avait aussi, on parlait aussi de façon différente de faire de la musique de film. Donc voilà, ça m'intéresse. Je commence à répondre au niveau du court-métrage. On favorise vraiment la composition au niveau du scénario, puisque toutes les aides SACEM ne sont octroyées qu'avant tournage. Hein, donc si vous demandez une aide une fois que le film est tourné, vous ne pouvez pas avoir accès à ces aides de la SACEM. Bah, c'est toujours un petit peu l'œuf et la poule, c'est-à-dire les gens d'image, souvent les monteurs, les réalisateurs attendent des musiques, voilà. Ils aiment bien parfois partir en montage déjà avec des musiques faites. Et nous, on attend des images pour pouvoir commencer à faire de la musique parfois. Voilà. Donc il faut qu'entre les deux, on se retrouve. Ça dépend des réalisateurs. Parfois, certains veulent vraiment partir en montage déjà avec des maquettes. D'expérience, j'ai l'impression que quand on fait des maquettes, même pendant le tournage, ou même à l'écriture, j'ai l'impression que de toute façon, on remet les compteurs à zéro quand on arrive en montage. Mais c'est intéressant de le faire quand même, parce que c'est un premier pas vers le réalisateur. Donc on peut faire des musiques qui ne sont pas nécessairement pensées pour des images, mais voilà, qui véhiculent en tout cas un certain nombre de sentiments du film. Mais en tout cas, j'ai la sensation que moi personnellement, voilà, j'ai plus tiré mon épingle du jeu en faisant une image précise, enfin en faisant une musique précise à l'image. Voilà. Après, on a eu des beaux exemples encore cette année au César, où celui qui a gagné, voilà, je me souviens plus de son nom, tout d'un coup il m'échappe, mais voilà, a priori, le réalisateur a été le chercher parce qu'il avait un style bien particulier. Donc, c'est quelqu'un qui venait de la chanson et qui a apporté un feeling très particulier au film. Voilà. Le règne animal. Le règne animal. Du règne animal. Ouais, qui a fait un très beau travail. Et voilà, je ne sais pas s'il avait déjà fait des films, mais en tout cas, c'est un beau contre-exemple. Voilà. Et moi, je dirais que ça dépend un peu des films. Il y a des films où on est impliqué très tôt et c'est super intéressant. Il faut le dire aussi, des films où pour X raisons on est contacté pour des courts-métrages parfois quelques jours ou quelques heures avant le mixage parce que
c'était un film où a priori il n'y avait pas besoin de musique, et puis tout compte fait, si, il y a quand même besoin de musique, mais c'est dommage, on mixe demain à 17h. Donc c'est voilà. Et fais-nous ça gratos en Donc, plus. donc il faut être, faut avoir beaucoup de sang-froid et prendre ça aussi avec enfin, voilà, un peu de légèreté aussi, parce que c'est quand même quelque chose de joyeux de faire des films. Mais ce qui arrive aussi et que j'aime bien, c'est des films. Ça m'est arrivé sur L'Heure de l'ours par exemple, où il y a une partie qui est très écrite, qui était demandée par la réalisatrice avant le tournage du film, parce qu'il y a voilà, pour vraiment pouvoir tourner, monter le film en partie sur une portion. Et en revanche, on est retourné en studio, mais vraiment des mois et des mois plus tard, pour travailler complètement à l'image et réinjecter beaucoup d'improvisation aussi à l'image, et des choses extrêmement précises et libres. Moi, j'aime bien ça aussi, voilà, de ne pas arriver les mains dans les poches une fois que le montage arrive, mais en même temps, ne pas tout figer. Même quand on commence à... C'est un peu le danger quand on commence à travailler très en amont, dès le scénario, parfois même sur un pitch ou quoi que ce soit, c'est que paradoxalement, on peut figer quelque chose tellement longtemps à l'avance qu'au moment où on pourrait se permettre de se lâcher un peu plus ou trouver une petite étrangeté, bah on n'ose pas trop, ou alors nos collaborateurs sont tellement habitués à la version, à la V1, que tout ce qui va être un peu différent va être jugé moins bon. Donc voilà, je pense que c'est toujours bien d'être impliqué en amont, mais c'est bien de faire confiance à l'instant présent au montage, en studio, quand on a la chance de pouvoir y aller, et de se dire, tiens, bah, c'était aujourd'hui, on a fait ça, on a enregistré ça, ça contribue à la singularité de la bande-son et au film, et probablement que ça aurait été demain, j'aurais fait autre chose, et ça aurait été il y a un mois aussi. Enfin, moi, je crois beaucoup au fait que il y a plusieurs bonnes solutions musicales pour des films. Il y a plein de talents, plein de personnalités différentes, mais que ce qu'il faut, c'est trouver une solution qui soit bonne, cohérente et originale. Et ça peut être plein de possibilités différentes, mais voilà, une fois qu'on est sur le projet, il faut essayer de rassembler ces qualités-là. Vous avez d'autres questions dans le public? Oui, monsieur. Monsieur et après monsieur. Oui, moi j'avais une question qui s'adressait peut-être plus aux compositeurs. C'était pour savoir votre état d'esprit entre le moment où vous avez fini votre travail, vous avez livré la musique, elle est validée, et le moment où vous le découvrez dans le produit fini. C'est de la peur, c'est de l'appréhension, c'est bah, tant pis, c'est fait. Et peut-être plus pour l'animation où c'était fini de resuggé, mais que la frontière entre la musique, le sound design et les bruitages est beaucoup plus floue. Voilà, ça ne pas, c'est une deuxième question dans la question. Et voilà, en fait, c'est la crainte, est-ce que vous demandez un droit de regard des fois, ou est-ce qu'on peut encore... Peut-être je peux répondre sur la partie, bon, sur les deux aspects, mais Bon, déjà, ma première réponse, c'est que la plupart du temps, et dès que j'en ai la possibilité, qu'on m'autorise, évidemment, je demande la permission, dès que je peux être en mixage, présent, et sur les courts-métrages, là, je reviens justement d'un mixage, de 2 jours de mixage, j'étais là de la première seconde de mixage à la dernière, et pas pour donner mon avis sur tout le temps, mais parce que, en fait, c'est une relation de confiance énorme avec le réalisateur ou la réalisatrice, avec le mixeur, avec le monteur son parfois là aussi. Et pour moi, je travaille à ma modeste échelle à créer une super bande son, mais je ne suis pas du tout la seule personne impliquée dedans. Donc on est une équipe, c'est vraiment un travail collectif aussi, le son du film. Et du coup, dans votre question, moi j'ai pas l'impression de subir complètement, en tout cas sur du court métrage, hein, le résultat, parce que je suis présent au mixage, et quand quelque chose me tient vraiment à cœur, pas pour mon petit ego sur ma musique, mais où je me dis, tiens, ça va provoquer plus d'émotions, quelque chose de plus juste pour le film, je suis là physiquement dans la salle de mixage pour pouvoir le dire, et pour pouvoir essayer quelque chose, et ensuite, collectivement, on se dit, ah oui, c'est mieux, ah non, finalement, non. Donc ça, c'est la première partie de la réponse, c'est quand on peut être présent en mixage et qu'on nous accorde du crédit, c'est, je trouve, très bon pour le film, parce qu'on a des oreilles quand même qui dépassent la simple musique. On est là, la musique c'est un art du temps, donc on a aussi beaucoup de choses à dire sur le mixage. C'est un moment extrêmement créatif qui mélange le son, les bruitages, le dialogue, la musique, plein de choses. Et pour répondre sur l'animation,
Alors tout à fait d'accord avec la remarque, c'est-à-dire que oui, je trouve que peut-être dans le cinéma d'animation vraiment d'auteur, qui a un petit artisanat un peu particulier, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on s'autorise probablement beaucoup de choses en termes de créativité, d'abstraction de certains sons, je sais pas, il y a une liberté qui est énorme, et du coup, que je retrouve pas forcément dans d'autres types enfin, je ne peux surtout pas généraliser parce que ce serait pas vrai, mais disons que c'est un laboratoire qui est super intéressant pour brouiller les pistes entre le sound design, le bruitage, le montage son, la musique, et trouver des solutions parfois très créatives à la musique, là où sur d'autres types de films, on irait plus vers du réalisme ou du naturalisme absolu. Donc voilà, je ne sais plus quelle était la fin de la question sur l'animation, mais c'était mais en tout cas, c'est vraiment, oui, non, j'ai un doute, qu'il y a vraiment une différence dans l'animation, surtout en court-métrage, producteur de court-métrage. Oui, c'est assez. Je trouve que c'est assez vrai que l'animation c'est un super laboratoire, mais au même titre que je pense que les films expérimentaux sont un super laboratoire pour travailler le son, la musique, plein de choses, et que plein d'autres endroits, même très éloignés en apparence du cinéma, sont une possibilité de trouver des idées et de réinjecter ça après dans des films. Voilà, en tout cas, je pense qu'il y a une timidité qui est peut-être moins présente dans certains films d'animation, parce qu'on voilà, on part de zéro, donc comme il y a la plupart du temps pas de tournage sonore, sauf dans des films très dialogués, etc., mais on est obligé de se poser la question de la couleur de la bande son, pas que musicale, mais voilà, à quoi va ressembler le son dans le film. Donc on a peut-être plus de marge de manœuvre aussi. Ouais. Pour continuer dans ce que tu disais, oui, c'est vrai que je pense que la musique de film, c'est quelque chose qui c'est important d'accompagner jusqu'au bout. Donc si on peut être là au mixage, c'est une bonne chose, parce que maintenant, les compositeurs, je trouve, alors c'est pas en train de s'arranger ces dernières années, mais on est pris dans un étau, parce que le montage image, je trouve, dure de plus en plus longtemps, et la livraison ne bouge pas. Donc les gens du son et les compositeurs se retrouvent pris dans un étau où, voilà, donc du coup, le moment du mixage est encore un moment créatif qui devrait plus vraiment l'être, mais en tout cas où on fait encore des choix de musique et de niveau et d'instrumentation. Voilà. Contractuellement, on est obligé de livrer les stems, donc les pistes en séparées. Donc on a encore une latitude, en tout cas, voilà. Donc c'est important de l'accompagner jusqu'au bout. Ouais. Moi, je me demandais quel était le rapport avec l'album de la bande originale. Même, je pense, dans les courts-métrages, ça peut quand même exister. Parce que des fois, on a affaire à des vrais albums qui sont vraiment des œuvres créées. J'imagine que le compositeur crée vraiment une œuvre à part entière, musicale à part entière. Et parfois, c'est même pas distribué. Donc, je me demandais quel était le rapport qui avait la main dessus, etc. Tu veux dire pour les courts-métrages? Pour les courts ou même pour les longs? Sur les publications des BO? Oui, enfin, qu'est-ce que vous faites en fait des musiques quand elles sont finies en fait? Parce que, même aussi, quel est votre avis sur la diffusion des musiques en dehors des... Alors ça c'est un vrai sujet, c'est un sujet épineux aussi, c'est qui détient les droits de la musique. Voilà. Donc ça il y a un léger parfum de scandale sur ce sujet-là, parce que il y a les problèmes de l'édition musicale. Donc un compositeur a 100% des droits à la base, c'est lui qui crée une œuvre, il a 100% des droits. Voilà. Et ces dernières années, c'est encore un phénomène qui s'accentue, mais les producteurs de plus en plus prennent les droits d'auteur aux compositeurs. Voilà. Donc du coup, souvent ça coince dans les négociations. Voilà. Donc il faut savoir que les compositeurs ont 100% des droits. Voilà. Donc dans l'histoire de la musique, en tout cas depuis 2 siècles, effectivement, les éditeurs se sont fait une place, et c'est un travail essentiel. Voilà. Maintenant, les éditeurs de musique de film, c'est encore autre chose. Donc du coup, il est très facile maintenant de publier des BO. Voilà. On peut soi-même publier sa BO. Voilà. Donc on ne gagne plus d'argent avec ça, mais ça permet en tout cas de partager les œuvres et de créer un champ plus large autour de la vision du film. On peut amener des gens à voir un film parce qu'une BO était sortie. Voilà, donc ça, c'est un instrument artistique et promotionnel supplémentaire pour amener des gens à aller découvrir une œuvre qui est un film. Voilà. Donc c'est assez facile, même un court-métrage, on peut publier soi-même la BO d'un court-métrage et la mettre sur Spotify, c'est tout à fait possible. Ouais. Et après, pour compléter, je trouve que je rejoins tout à fait ce que tu as dit d'un point de vue
artistique, c'est une vraie question de savoir ce qu'on publie pas. Moi, je trouve qu'il y a des bandes son, enfin, des musiques originales qui s'écoutent super bien sans le film et qui peuvent aussi beaucoup donner envie de voir le film. C'est génial, c'est un mouvement circulaire. Il y en a d'autres qui sont plus pas très intéressant, c'est sûr. qui sont plus, je sais pas, qui ont moins de valeur immédiate à être écoutés sans. Et je trouve que dans certains cas, c'est aussi rendre précieuse la musique que de la laisser uniquement dans le film, accessible que en festival ou lors des diffusions de télé. Enfin, voilà, d'un côté, je suis le premier à vouloir que la musique vive et soit écoutée le plus possible, donc c'est super de sortir des bandes-sons et je suis le premier à le faire, mais même dans le choix d'une bande-son, de ne pas forcément sortir 100% des titres, c'est aussi intéressant parce que c'est de dire, tiens, il reste des petites surprises à découvrir en salle. Moi, j'adore le cinéma. Pour moi, c'est très lié à l'expérience immersive en salle, donc je trouve que c'est cool de donner envie, garder une trace, mais garder un peu de mystère et d'expérience de la salle aussi. Et moi je suis d'accord, une BO ça se soigne, donc il faut choisir les morceaux. Tous les morceaux ne s'y prêtent pas. Parfois aussi tu peux retravailler un morceau pour ta BO, pour le rallonger par exemple. Enfin, c'est aussi une possibilité qui existe. Et nous, pour être très transparent encore, c'est un facteur, enfin, ça entre dans le deal avec le compositeur ou son agent qui possède les droits. Et parfois, quand tu as des budgets qui sont hyper bas, tu ne gardes les droits que pour ton film sur un territoire pour une durée donnée. Et toi, du coup, passer cette utilisation-là, le producteur ou le réalisateur n'a aucun droit sur la musique que le compositeur, plutôt, pourra réutiliser par exemple d'une manière commerciale, le revendre pour une publicité, pour autre chose. Voilà, je pense que ça fait partie vraiment des deals. Après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec une société qui s'appelle 440 et qui s'occupe d'éditer nos musiques. Et on propose aux compositeurs, compositrices et leurs agents parfois une coédition ou aussi, quand c'est des gens qui n'ont pas d'agent, on fait un peu de pédagogie, on fait un rendez-vous avec eux et on essaie de voir comment est-ce que ça a l'intérêt d'éditer la musique, ou en tout cas que 440 ait la possibilité potentiellement d'utiliser la musique pour une autre utilisation et que ça puisse créer une autre entrée d'argent pour le compositeur. Enfin, il y a plein de solutions et essayer d'être accompagné au mieux et essayer de vous faire signer en tant que compositeur par des agents pour ou en tout cas de prendre, essayer d'avoir une collaboration, d'avoir un juriste de votre côté quand vous avez des contrats qui tombent pour ne pas vous sentir spoilé ou quoi que ce soit. Bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde très enrichissante. J'aurais voulu revenir sur la question du mixage. Moi, j'aime bien poser des questions un petit peu qui titillent, donc j'y vais, c'est parti. Je viens de finir un mixage de film et le réalisateur, à la fin, m'a dit « Ah, c'est marrant, quand j'ai dit à tout le monde que j'invitais la compositrice du film, ils m'ont tous dit « Ah, mais quoi, mais quelle erreur, pourquoi t'as fait ça ?» Et je me suis demandé qu'est-ce qui pouvait provoquer cette réaction-là chez les gens. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas forcément envie d'inviter le compositeur ou la compositrice au mixage du film, alors qu'on est quand même un peu plus que partie de l'équipe technique, on fait partie de l'équipe artistique du film, et qu'on développe aussi une idée en collaboration bien sûr avec la vision du réalisateur, mais on rentre quand même dans l'univers artistique du film. Le compositeur, parfois, il fait un peu peur, parce les mixeurs ont toujours l'impression qu'ils sont là pour dire plus fort la musique. On n'entend pas, il faut la mettre plus fort. Donc, il faut rassurer assez vite que la musique doit toujours avoir le bon niveau et que le mixeur, normalement, c'est une personne qui a du recul, c'est-à-dire que c'est pas le compositeur, c'est pas le monteur son, c'est pas le réalisateur qui est attaché à des choses, à des niveaux depuis des mois, parce qu'on a monté des choses et que chacun se fait un peu son mixage finalement. Et j'attends du mixeur qu'il ait une sorte d'impartialité, et qu'il fasse le tri dans les envies de tout le monde. Mais en tout cas, je suis pas sûr qu'il faille attendre d'être invité pour aller au mixage, il faut juste passer la porte. Voilà. Et y aller, et puis en même temps, il faut trouver sa place, et puis mais effectivement, oui, il y a toujours un peu ce truc-là. Moi, j'entends souvent, tu viens si tu veux. C'est gentil, merci. Merci pour la question. Je trouve que le mixage, c'est une question vraiment hyper importante.
aussi pour une raison enfin, technique et artistique, qui est que les compositeurs, les compositrices composent des musiques. Souvent, on compose forcément, nous, un volume d'écoute qui est beaucoup plus élevé que la réalité, et on baisse un peu les dialogues, les ambiances pour entendre ce qu'on fait, tout simplement, donc c'est normal. Après, au mixage, évidemment, il faut spatialiser la musique de temps en temps, en tout cas régler les niveaux, voilà, la couleur du son, tout ça. Mais pour moi, ce qui est très important au mixage, c'est pas de mettre la musique à fond tout le temps, et c'est effectivement, je te rejoins complètement, ce qui fait peur à beaucoup de gens, c'est oulala, le compositeur va débarquer, il va vouloir mettre la musique à fond, il n'a pas compris qu'on faisait un film et que c'était pas juste. Donc c'est très cliché, mais je pense que ce cliché a la vie dure. Mais en revanche, je trouve que c'est très important dans un film et dans un bon montage et un bon mixage d'avoir beaucoup de contraste, beaucoup de dynamique dans la musique, et qu'il y a vraiment des musiques composées, enregistrées, où, voilà, en ne touchant rien à la composition, à la couleur du son. Il y a des passages du film où, à un volume trop faible au mixage, la musique est chiante à mourir et ne provoque aucune émotion, ça décolle pas. Il y a des moments dans les films où on a tous des idées en tête de ça, mais où il y a une envolée, ou au contraire il y a un petit moment suspendu, hyper délicat, on a besoin d'être en immersion, mais de manière très douce, il ne faut pas être trop fort, etc. Donc cette question du juste volume par rapport à la juste émotion du montage, et ça se fait vraiment au mixage. Et moi, souvent, c'est le genre de truc où je suis content d'être là au mixage, pas pour... c'est pas un bras de fer et où je me dis en sortant, ah bah cool, sur 12 musiques, j'ai réussi à imposer plus 4 dB sur 6 d'entre elles, et puis ah bah je me suis fait arnaquer sur les autres, c'est pas de chance. Non, c'est plutôt, je suis content quand il y a du relief, il y a des variations, il y a des moments forts, intenses, parfois très forts en volume sur un temps limité, mais où, voilà, quand on est dans une expérience de salle de cinéma, après, ça a vraiment de la gueule, quoi, si je puis dire. Et à l'inverse, d'assumer aussi, à d'autres moments, d'être très doux, très subtil, presque un peu caché. Ça, je trouve que c'est vachement... C'est un geste qui est très artistique, c'est vraiment de la réalisation par le son. Enfin, je sais pas ce que pense Maxime aussi en tant que réal, mais je trouve qu'il y a beaucoup de réalisation au mixage aussi, il y a beaucoup de... Ouais, moi, personnellement, je trouverais ça aberrant de ne pas faire venir celui ou celle qui fait la musique en mixage, quoi. Mais là, ça rejoint les questions d'ego, quoi, parce que s'il y a un mixeur ou une mixeuse qui veut pas ça, c'est qu'elle pense à son mixage. Enfin, oui, enfin voilà, je pense que là, ça va pas. Donc là, il faut, enfin, moi, j'ai l'impression qu'on fait le travail ensemble, et comme tu dis, c'est très juste. Moi, j'ai eu là, on a fait j'avais fait un autre court métrage que tu as pas cité tout à l'heure, mais c'est pas grave du tout. Mais l'année dernière, on a fait le mixage. Et j'ai été bluffé. Alors là, pour le coup, c'est la productrice qui est venue et qui nous a dit non, mais attendez, là, vous êtes trop fort. Et effectivement, en fait, on a rendu la musique plus faible, et d'un coup, mais de pas grand chose, hein. Et d'un coup, c'était pas du tout la même émotion. Oui, c'est ça, les chagrins, ça s'appelle. Et d'ailleurs, pardon, j'en profite parce que je veux pas oublier, je viens de finir un montage d'un film et je cherche la musique grecque. Alors, s'il y a des compositeurs de musique grecque, je suis hyper intéressé. Voilà, et c'est une vraie réflexion. Le sirtaki, Massimo Trasante, c'est faire du sirtaki. Ok, on en parle après. Voilà. Ouais, carrément. Bien, voilà, j'ai fait ma petite demande. Voilà, il y en a un qui a trouvé du travail là. Voilà. Lauréat de trio et crescendo. Voilà, il y a 8 musiques à faire en un mois, c'est un long métrage. Et il n'y a pas d'argent. Juste une idée qui me revient aussi, c'est sur le phénomène du mixage. Je pense que c'est pas propre au mixage, ça arrive aussi, je me mets dans une situation inversée, où quand, en tant que compositeur, je vais en studio avec des musiciens, des musiciennes, et que d'un coup, et je le comprends, je pense que j'aurais été le premier à faire pareil, la terre entière veut débarquer dans le studio pour voir comment ça va se passer, et que c'est matériellement pas possible, et que je pense que c'est un travail qui est proche de celui du réalisateur ou de la réalisatrice avec ses comédiens et comédiennes. On a besoin d'être dans un espace sécurisé, hyper concentré, le temps passe à une vitesse incroyable, et du coup, moi je sais gérer mon stress, je sais gérer mon planning de la journée avec des gros coups d'accélérateur et des moments de détente, etc. Mais ce que j'ai beaucoup de mal à gérer, parce que ça fait partie de mon métier, mais c'est pas ce que je préfère, c'est gérer le stress et le jugement des autres à un instant T, alors qu'on est au milieu d'une prise de quelque chose. Et voilà, quand on est au milieu de son laboratoire à essayer des choses,
si je sens que j'ai 12 regards dans le studio qui se disent mais qu'est-ce qu'il fout, mais où est-ce qu'il va, mais c'est n'importe quoi, ça c'est fragilisant et j'ai pas l'énergie pour gérer tout ça. Donc je choisis un peu et quand on me demande, souvent je dis ouais, pas de souci, tu peux passer, mais plutôt de 17h30 à 18h, pas avant, pas après, et juste pour regarder, tu dis pas un mot, tu machin, mais c'est une manière aussi de... Et je pense que moi, si je venais sur un plateau de tournage, je n'irais pas toucher les caméras et dire et ça sert à quoi, et au fait, tu devrais... T'es sûr que tu devrais pas prendre la prise numéro 3 et machin, enfin, donc il y a un peu de ça aussi. Ben voilà. Donc je pense que c'est du tact, c'est du respect du travail des autres et de l'intérêt bien compris de comment accoucher d'une bonne bande son en temps très limité. Et le mixeur se dit aussi la même chose. Hein. C'est-à-dire que pour sortir d'un mixage là, le mixeur ça passe tellement vite qu'il faut qu'il ait enregistré son mixage à la fin de la journée ou de ces 2 jours pour un court métrage. Et s'il y a 15 personnes qui toutes les 4 secondes lui disent mais t'es sûr que le bruitage de l'oiseau au 4e plan, on l'entend pas assez, etc. Et ça veut vite ralentir la journée. Et au final, on n'a même pas parlé du mixage de la musique, on a parlé plus du niveau des dialogues des personnages secondaires que du reste. Quoi. Oui, je vais laisser la parole à monsieur là, mais c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce thème-là qui est la délimitation des rôles, des périmètres de chacun. Hein. C'est vrai que c'est terrible quand les réalisateurs dictent l'instrumentation aux compositeurs, etc. Les mixeurs qui ne veulent pas que le compositeur se mêle de la bande-son du film, etc. Voilà, mais bon, ça crée aussi des problèmes de collaboration. Bonjour. Déjà, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Moi, je compose, mais évidemment, je ne connais pas du tout ce milieu et la composition à ce niveau-là, quoi. Et je voulais savoir quel était votre rapport avec la MAO, la composition en MIDI, tout ça. Et aussi, si vous cherchez un alternant, je travaille bien, je suis super gentil, je suis sociable, voilà. Et t'as une belle coupe de cheveux. Ah, merci, ça me fait plaisir. La MAO, je sais pas trop parce que j'ai connu que ça, même. Donc, de toute façon, elle est partout. On ne travaille qu'avec ça. Ce que ça a permis, c'est une possibilité de travailler jusqu'au dernier moment, ce qui est à la fois bien et pas bien parce qu'on parfois on a l'impression qu'on va devoir arriver avec notre ordinateur portable en mixage directement pour faire des musiques. Voilà, donc ça a désacralisé un petit peu le moment de l'enregistrement et bon, ça c'est un peu l'ancienne école. Voilà, donc la MAO elle est là, c'est très utile. C'est plus l'IA qui va arriver et ça c'est un autre sujet. Mais il va falloir l'accepter et elle va arriver. Et voilà, ça c'est un peu le prochain, peut-être une prochaine conférence, mais c'est plus ça qui m'embête. Ouais, moi je dirais que exactement pareil, mais que la MAO c'est c'est un outil parmi plein de choses. Il y a 1000 outils, 1000 possibilités, mais que là où j'ai l'impression qu'on ne sera pas, en tout cas je l'espère, pas remplacé par l'IA, c'est qu'en un sens, notre valeur ajoutée la plus grande, c'est d'être de bons directeurs artistiques, sonores et musicaux du film. Et moi j'ai l'impression d'être je le dis vraiment sans rigoler, mais je pense que je suis un bien meilleur directeur artistique musical que instrumentiste, où ma valeur ajoutée elle n'est pas du tout de savoir bien jouer de la guitare, du piano, parce que 1000 personnes le feront mieux que moi. En revanche, d'avoir des associations d'idées précises et un peu, j'espère, personnelles et originales, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Donc c'est ce qui me fait pas tellement peur avec l'IA, c'est que je me dis, alors évidemment l'IA pourra aussi se spécialiser, piocher à droite à gauche, mais je sais pas, c'est un peu comme de la cuisine. Notre rôle c'est d'associer des ingrédients auxquels on pense pas et d'en faire un truc intéressant à la fin. Et de toute façon, in fine, on est juste des artisans et voilà, on fabrique des choses, quel que soit l'outil, quoi. Bon voilà, 16h arrive très tôt, je vais terminer par le mot de la fin. Alors je tiens à remercier infiniment donc Maxime Roy, Anaïs Bertrand, Amaury Chapotti et Pierre Oberkampf d'avoir été avec nous pour cette passionnante table ronde consacrée à la musique de film, les clés d'une bonne collaboration. Je remercie aussi les étudiantes et les étudiants qui nous ont filmés là aujourd'hui. Voilà, on peut les applaudir également.
Je remercie toute l'organisation de la fête du court-métrage, Zoé, Mathilde, Samuel, toute l'équipe formidable qui nous accueille ici au Carré de Baudouin. Merci aussi à la SRF et au SPI qui ont collaboré avec la Maison du Film pour organiser la matinée de ce matin et travailler aussi sur cette table ronde très intéressante. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir profiter un maximum de cette fête de court-métrage. Je tiens à vous signaler qu'il y a plein des événements que vous avez dans le catalogue, mais un événement encore où il reste peut-être de la place, c'est la journée du ROC, du regroupement des organisations du court-métrage, qui se déroulera au CNC à 14h30. Voilà, Lundi. Lundi, où le thème sera « Pourquoi c'est de plus en plus long de faire un court-métrage ». C'est pas le CNC. Ils sont pas au courant de l'organisation de la journée, mais ils sont au courant de l'après-midi. Oui. Et j'ai demandé si on pouvait venir quand on est créateur de contenu, c'est que les productions. Tout le monde peut venir. Non, c'est ouvert à tout le monde, mais il faut s'inscrire. Il y a un lien disponible sur les réseaux sociaux, vous inscrivez. Alors je ne sais pas s'il restera des places parce qu'il y a vraiment beaucoup de places, mais elle sera accessible en ligne si vous n'avez pas pu vous inscrire. Il n'y a pas de désistement. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à bientôt. Voilà, si vous avez des questions sur la maison du film, je suis à votre disposition un petit instant pour y répondre. Merci.